C'est un plaisir de vous retrouver en ce début d'année sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Des ambitions dans le domaine du numérique, le Bénin en a, c'est ce qui a justifié au cours de l'année 2019 le lancement de plusieurs projets de développement du numérique que nous évoquerons dans ce 20h. Fête du Nouvel An, le président de l'Assemblée nationale a reçu les vœux de son personnel militaire et civil à Porto Novo. Les détails dans un instant. Et puis, de nombreuses recherches sont effectuées tous les ans à l'université. Elles induisent de multiples inventions, mais l'on se rend compte que les résultats de certaines recherches n'ont presque pas d'impact. Marcel Arossi s'est intéressé au sujet. Les réactions au sujet du message délivré le 31 décembre dernier par le chef de l'État, Patrice Talon, se poursuivent. Les vœux du président de la République à la nation sont perçus comme un message d'espoir pour certains Béninois rencontrés dans les rues de Cotonou. On les écoute. On doit être fier d'être Béninois, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est un message qui rassure les Béninois que nous sommes, qui sommes épris de cet esprit d'élan de développement. Nous sommes très fiers et très contents. Compte tenu des réformes, beaucoup sont encore en difficulté. Il a exprimé sa compassion vis-à-vis de ceux-là. Et au même moment, il est en train de montrer au peuple béninois que ceux qui croyaient que c'était des maquettes, les réalisations ont commencé par porter leurs fruits. Et beaucoup aujourd'hui ont commencé par voir ce monsieur-là, il avait de la vision, il savait là où il allait. Voilà moi ce qui m'a vraiment touché. Et en bon père de famille, en bon père de la patrie, il a quand même exhorté les uns des autres à mettre l'intérieur supérieur de la nation au-dessus de tout et que demain sera meilleur. Et on voit que demain, là, c'est déjà aujourd'hui. Aujourd'hui a commencé par être davantage meilleur que le passé. Le message des vœux du chef de l'État, c'est que chacun n'a qu'à prendre son travail au sérieux et tout ira bien. Donc, je tiens aussi à marteler fortement cela, que chaque Béninoise et chaque Béninois prennent leur job au sérieux. Nous pouvons être fiers d'être Béninois et nous pouvons commencer par espérer un lendemain meilleur pour nos frères et sœurs parce que le gouvernement actuel est soucieux du développement du Bénin. Et c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous avons eu un gouvernement responsable, capable de porter le Bénin à un niveau haut, capable de combler les attentes du peuple béninois. Vous voyez, le cultivateur, ce n'est pas le jour où il a semé le maïs qu'il va manger une bonne pâte tendre. Dans la vie, il faut toujours vivre d'espoir. Il faut croire en l'avenir. La vraie vie, c'est l'espérance. Moi, je crois qu'il faut encourager ce chef d'État, ce grand-père, ce vrai père, qui, malgré tout, est conscient du devenir de ses enfants, le peuple. C'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut vivre d'espoir et l'encourager pour qu'il aille au bout de ses projets, pour que demain, on puisse festoyer. Il a rassuré tout un chacun de l'effort de changement profond qui se fait. Et il comprend en même temps que mener toutes ces réformes de changement profond en même temps, c'est un choc pour la population que nous sommes et il nous l'exprime constamment. Et met notre accent sur un fait qui échappe à tous. Nous sommes tous là et nous vivons en temps réel ces changements et ces mutations. On ne se rend pas souvent compte. Et depuis qu'il l'a dit, quand on est rentré en nous, on a observé un peu, on a dit waouh, des choses se font. Donc nous ne pouvons qu'encourager le chef d'État et son gouvernement. Le message du président de la République est un message d'espoir. Message d'espoir en ce sens que les réformes qu'il a eu à entreprendre ont impacté beaucoup de vies. Par exemple, si nous prenons les casses, beaucoup de gens ont pris ça autrement, mais aujourd'hui, vu ce qui est en train de faire sur le plan urbaniste, que ce soit dans tout le pays tout entier,
c'est des trucs qui sont concrets. Donc tu vois que c'est quelqu'un à qui nous pouvons placer une forme d'espoir parce qu'on peut croire en lui. Parce que là où nous parlons, le développement du Bénin est en train d'être réellement amorcé. Et je pense que d'ici quelques années, beaucoup de choses seront faites. Et puis, ça promet beaucoup. Donc on peut compter sur lui. 2020 est et sera une meilleure année pour le peuple béninois. À Porto Novo, la deuxième personnalité du Bénin a reçu les vœux de son personnel militaire et civil. Tôt dans la matinée du 1er janvier, les collaborateurs du président de l'Assemblée nationale étaient à son domicile pour sacrifier à la tradition. Guillaume Avienou nous en dit plus. Personnel civil et militaire en mode détente au domicile du président de l'Assemblée nationale. Ils sont tous venus présenter leurs vœux du nouvel an à la deuxième personnalité du pays. C'est vraiment avec une grande émotion que moi-même je vis cette ambiance du 1er janvier où la fanfare militaire, accompagnée des cadres civils et militaires, viennent souhaiter une bonne et heureuse année au président de l'Assemblée. Le président Louis Gbéou Lavonou exprime sa gratitude à l'endroit de ses hôtes qui, en dehors de sa famille, lui ont été d'un grand soutien depuis son accession à la présidence du Parlement. L'homme estime ne pas avoir d'ennemis se référant aux réformes qu'il a engagées à la tête de l'institution. Des réformes pas toujours bien comprises de tous. Et comme je n'ai pas d'ennemis, je remercie alors tout le monde pour cet accompagnement intérieur ou extérieur qui en réalité n'a qu'un seul but: la lutte pour le développement, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour le bonheur du peuple béninois. C'est le seul leitmotiv de notre action. Pour 2020, le président de l'Assemblée nationale souhaite bénéficier du même soutien et du même engagement du personnel civil et militaire de l'institution. Que le Seigneur fasse en sorte que nous soyons toujours unis ensemble, que nous soyons toujours unis de cœur, que les réformes au niveau de l'exécutif, les réformes au niveau du Parlement ne soient pas interprétées comme de dur labeur, comme des souffrances, mais soient acceptées pour que demain le Bénin puisse rayonner et que le développement soit effectivement amorcé. La fête au domicile du président de l'Assemblée nationale s'est poursuivie au son de la fanfare de la garde républicaine. Le Bénin affiche fièrement ses ambitions en matière d'économie numérique. Au cours de cette année 2019, le gouvernement a lancé plusieurs projets impliquant le développement des infrastructures sur toute l'étendue du territoire national et la généralisation de l'accès à Internet haut débit. Rebecca Kendiaoundé nous en parle. Faire du Bénin la plateforme de services numériques en Afrique de l'Ouest. Voilà la vision du gouvernement de la rupture. Vision traduite en une série de projets et d'institutions dédiées. 2019 a accueilli des avancées notables. D'abord, en janvier 2019, le ministère de l'économie numérique et de la communication, à travers l'Agence pour le développement du numérique ADN, a organisé des séances de vulgarisation du code du numérique. Un code voté à l'unanimité par les parlementaires en juillet 2017, validé ensuite par la Cour constitutionnelle et promulgué par le président de la République en avril 2018. Après la vulgarisation de ces tests, il a été ensuite élaboré un projet de développement de la stratégie de sécurité numérique du Bénin. Aujourd'hui, dites-vous qu'on est en train de digitaliser les services. Des services vont s'offrir aux citoyens. Il va commencer à mettre ces informations personnelles dans des systèmes d'information.
Il est important que ces systèmes d'information garantissent la sécurité de ces informations-là. Même l'État va mettre en place des plateformes. Prenons l'exemple de e-Visa. Si quelqu'un arrive à avoir accès au système de e-Visa, il peut faire beaucoup de dégâts pour le Bénin, par exemple. Il peut détourner les sous qui sont collectés pour les visas, il peut attribuer des visas à des personnes qui ne devraient pas en avoir, il peut manipuler beaucoup d'informations. Donc ce genre de menaces-là pèse déjà sur le Bénin en tant qu'État, mais aussi le citoyen lui-même est menacé dans son identité numérique. Pour apporter donc des solutions aux problèmes de sécurité des systèmes d'information, un atelier d'échange y a été consacré. Toujours au chapitre des actions menées au cours de cette année, l'organisation de la première rencontre du réseau des ministres en charge de l'économie numérique qui s'est tenue ici au Bénin à Cotonou. Un processus lancé depuis près d'une décennie et qui s'est concrétisé en 2019. Suite au 17e sommet de la francophonie à Erevan en Arménie, les 11 et 12 octobre 2018. Un sommet au cours duquel le Bénin a été désigné pour abriter le siège du secrétariat permanent et assurer la présidence du réseau francophone des ministres de l'économie numérique. Une prime aux efforts de développement de l'environnement numérique au Bénin. Le cadre institutionnel que représente notre réseau sera un catalyseur de nos initiatives et un accélérateur pour une réussite collective. À travers l'engagement que nous avons pris de développer notre réseau, nous voulons permettre aux pays de l'espace communautaire francophone d'œuvrer activement ensemble et surtout de peser dans la mise en place des politiques publiques et régulations internationales en matière d'économie numérique. À tout ceci s'ajoute la journée de consultation régionale des pays francophones de l'Afrique sur la coopération numérique qui s'est tenue également au Bénin. 2019, c'est aussi l'année qui a vu naître les classes numériques. 24 au total sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont des salles équipées d'ordinateurs connectés à Internet et autonomes en énergie. Une innovation du gouvernement qui vise la modernisation de l'enseignement au Bénin. Tout ça, c'est en fait la mise en œuvre de la vision du chef de l'État qui est que le numérique doit impacter l'ensemble des secteurs et surtout le secteur éducatif pour les recherches, pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on apprend à l'école et puis se préparer aux défis de demain pour le bien de notre pays. Le projet a impacté plus de 25 000 apprenants, dont 13 000 filles et 1854 enseignants. Le gouvernement ne s'est pas contenté de cet exploit. Il a aussi procédé au lancement de 40 points numériques communautaires. L'intérêt des 10 points numériques est d'offrir à la population un cybercentre avec des prestations à coût étudié, un abonnement haut débit aux entreprises et aux particuliers, du Wi-Fi gratuit, de la formation mais aussi des e-services du gouvernement. L'installation de ces points numériques a coûté plus de 21 millions de francs CFA par commune. D'ici 2021, nous souhaitons que vous, les jeunes, les artisans, les petites et moyennes entreprises, les administrations, vous soyez l'étendard, donc le visage du numérique dans notre pays à travers la façon dont vous utilisez justement les ressources numériques qui existent dans le pays. La réalisation du projet a déjà généré 276 000 emplois, dont 120 permanents, et la couverture d'une population de plus d'1 150 000 habitants, selon les estimations de l'APSUCEP, agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste. L'organisation de la Semaine du numérique 2019 a été l'autre événement fort qui aura marqué cette année de réalisation du programme d'action du gouvernement volet numérique avec la participation de plusieurs pays de la sous-région et de l'Europe. 2019 aura été l'année de consécration institutionnelle du numérique avec la mue connue par le ministère dédié. Son nom désormais, ministère du numérique et de la digitalisation. Signal fort du volontarisme gouvernemental en faveur d'une révolution numérique.
Julien Pierre Akpaki, ancien directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, est désormais le secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nommé le 31 décembre 2019, il a pris service ce vendredi au siège de l'institution à Cotonou. Marcel Arossi. Le nouveau secrétaire général de la HAC exprime ainsi sa joie de prendre service. Vous venez de rallumer dans ma vie les lumières que d'autres ont éteintes. Les hommes passent toujours, mais les institutions demeurent. En faisant ce petit rappel à l'assistance, Mama Aguet, le secrétaire général sortant, notifie à son successeur les premiers défis qui l'attendent. Vous prenez service au moment où la HAC est la croisée des chemins. Je te laisse le soin de poursuivre le travail de toilettage des textes fondamentaux de l'institution entamé il y a déjà plusieurs semaines. Ce travail déterminera le second âge de la HAC face aux enjeux et défis du numérique. Rosette Huibo, qui devra assister l'ancien directeur général de l'ORTB dans ses nouvelles fonctions, s'est faite assez courte au cours de la cérémonie. Un seul mot me vient à l'esprit, c'est de dire merci. Pour le rayonnement de l'institution, le président en exercice demande aux deux nouveaux responsables du secrétariat général de maintenir le cap. Il prodigue aussi des conseils. Nous vous conseillons l'humilité, l'abnégation et la discrétion absolue pour la réussite de la mission pour laquelle vous avez été appelés. Nous comptons sur vous pour apporter votre aide indéfectible, votre expérience, votre sagesse aux conseillers et au personnel de la HAC. Cette cérémonie intervient à l'orée de 2020. C'était donc l'occasion de se formuler les vœux. 12 nouveaux mois à partager ensemble. Tout le personnel de la HAC a vécu avec vous des moments intenses et chaleureux. D'autres ont été un peu plus difficiles. Mais en ce début d'année 2020, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Qu'elle soit pour vous une année de lumière. Rémi Prosper Moretti reçoit avec joie les vœux de son personnel et fait savoir en retour son plus grand souhait pour la nouvelle année. Mon vœu le plus cher est l'émergence d'un nouvel état d'esprit individuel et collectif fondé sur la revitalisation des valeurs de loyauté, de respect de la hiérarchie et de discipline. Dans une ambiance chaleureuse, la cérémonie a pris fin par les salutations d'usage. On parle maintenant de sécurité alimentaire. L'année 2020 est prometteuse en termes de sécurité alimentaire. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en a donné l'assurance lors de son récent passage à l'Assemblée nationale. On l'écoute au micro de Jérôme Mongbo. Ce que je voudrais que les Béninois comprennent, le maïs jusqu'à aujourd'hui coûte moins cher. Non pas au détriment du paysan, parce que le paysan qui avait 10 sacs, 12 sacs par hectare a aujourd'hui au moins 20 sacs, 25 sacs sur la même superficie, pratiquement avec les mêmes investissements. Il va de soi que le prix soit un peu plus bas et qu'il soit à la portée de panier de la ménagère. L'IAM est sorti mûr en quantité. La sécurité alimentaire est basée sur ces produits importants. Le riz fait son progrès. Et avec les aménagements que nous avons à faire au cours de cette saison sèche, nous réussirons le pari de produire d'ici 2 ans, 3 ans, 1 million de tonnes de paddy. Dans tous les cas, le cajou est en train de fleurir, la saison a été bonne, la floraison est prometteuse. Le karité se ramasse assez aisément. Le soja dont nous avons lancé la conversation, nous sommes partis de 101 000 tonnes au moment où le régime est arrivé. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 165 000 tonnes de soja produit au Bénin. De toutes les façons, la sécurité alimentaire se mesure par un certain nombre de déterminants. La disponibilité, la stabilité, l'accès à l'aliment. Et ces choses deviennent maintenant de plus en plus quotidiennes, pratiquées par la population. La sécurité alimentaire sera davantage garantie et renforcée.
Je vous le disais dans les titres, tous les ans à l'université, de nombreuses recherches sont effectuées et de nouvelles inventions apparaissent. Mais depuis toujours, les résultats de ces recherches n'ont presque pas d'impact sur la société ou du moins ne sont pas très visibles. À quoi servent finalement les recherches et les inventions au Bénin? Les réponses dans cet élément de Marcel Arossi. Aucun développement d'un pays ne peut se réaliser sans les prouesses scientifiques. Et pourtant, les conclusions des nombreux travaux de recherche ne paraissent pas utiles à la société. La question se pose au niveau politique. Le chercheur qui trouve peut avoir des difficultés pour valoriser parce que lui n'est pas responsable d'entreprise, responsable d'usine, responsable d'unité de production. Les résultats de recherche devraient être mis au service des décideurs. Mais l'université semble ne pas être très efficace dans la transformation des produits de recherche. La première raison, c'est que le financement n'existe pratiquement pas pour les activités liées à cette transformation en innovation. C'est une activité un peu différente de l'activité scientifique. Si vous êtes un scientifique, vous allez faire votre master, puis peut-être votre thèse de doctorat sur un sujet, et puis vous allez produire une thèse, vous allez faire quelques travaux de laboratoire ou bien dans des champs expérimentaux, et avec ça, vous allez obtenir votre parchemin. Pour transformer de tels résultats, maintenant en résultats utiles, mettons, si on parle de l'agriculture, à une communauté d'agriculteurs, si on parle de, je ne sais pas moi, de réparateurs automobiles à ces réparateurs, il faudra encore d'autres travaux. Et ces autres travaux, qui sont les travaux liés à l'innovation, en général ne sont pas financés dans les universités. L'autre chose, c'est aussi que les universitaires ne sont pas très doués pour la vulgarisation scientifique. Donc vous avez de grosses thèses de doctorat, mais personne n'est capable de les transformer en un 4 pages qui soit utile, lisible par le commun des mortels et en particulier par les décideurs. Pour le tiers-monde, les recherches ne devraient pas constituer un luxe. Il faut rendre utiles les résultats. Les scientifiques aujourd'hui sont vus comme des gens qui s'enferment dans leur laboratoire, des gens qui ne veulent pas sortir pour exposer le fruit de leurs travaux. Et ça, c'est une grosse limite que nous autres, au niveau de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin, nous essayons au maximum de corriger. Un pays comme le Ghana prélève 5% des recettes sur les taxes pour financer les universités, les encourager à faire la recherche. Et quand vous allez là-bas, vous voyez réellement l'impact. Au niveau du ministère, on est en train d'essayer de changer un peu cet aspect-là des choses. Il y a en ce moment une nouvelle politique de la recherche scientifique qui est en cours d'élaboration, dont la validation devrait se faire dans les semaines qui viennent. On espère qu'avec ça, on va pouvoir mettre ensemble à la fois les universitaires qui sont des scientifiques avec d'autres communautés de la recherche qui sont des chercheurs appliqués et puis aussi les utilisateurs des produits de la recherche qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des agriculteurs, qui peuvent être des décideurs. Le grand souhait, que tout cela permette une meilleure circulation des résultats et une meilleure transformation en innovation en vue d'un réel développement. Les 50 meilleurs écoliers au CEP 2019 dans le département du Littoral ont préparé une excursion à Ouida. Ils ont visité plusieurs sites touristiques, dont la forêt sacrée de Passé et la porte du non-retour. Henri Fatina. À chaque étape de cette visite, les émotions se découvrent. Forêt de Passé. Une histoire qui retient l'attention. C'était quel royaume? C'était plus tard. Au temple des Pitons, peurs et joies se combinent. Ensuite, Kapemi sur la place aux enchères. Puis, le mémorial Zomachi où l'on vit le résumé de la route de l'esclave. Les enfants découvrent ensuite Zomaï, le monument aux morts érigé en mémoire des esclaves ensevelis dans une fosse d'au moins 6 mètres. L'origine de l'arbre, du retour puis de la porte du non-retour, racontée par un guide, informe, renseigne et enseigne. Ils ont dû retrouver
des ossements, des crânes, même des chaînes également sont retrouvées ici. Heureusement qu'on n'était pas né à cette époque. Quand on est allé à la forêt sacrée, dans cette forêt s'appelait le palais de Hueda. Et que les Blancs n'arrivaient pas à dire Hueda, ils disaient Huida. On a été colonisé par les Français. Donc on a alors instauré Huida sur la ville et depuis on appelait Huida. C'est pas trop bon. Je m'appelle Bill Grace et je suis très contente de venir ici. Pendant tout ce parcours, on m'a appris de nouvelles choses que je ne connaissais pas avant. Je connais maintenant quelques rois qui sont les rois de Huida. Et en plus, j'ai vu que la divinité vaudou n'était pas ce que tout le monde pensait, que ce n'était pas les sorciers qui attaquent les gens. Et j'ai pu découvrir un nouveau parc où on s'amuse bien. Je m'appelle Doko Anya. Je ne savais pas que la ville de Huida était si belle. Et maintenant que je suis venue, j'ai vu tout ce que je ne connaissais pas avant. Par exemple, le temple des pitons. Au début, j'avais très peur des pitons, je ne savais rien d'eux. Mais maintenant que je suis venue, j'ai appris plus de choses. C'est pareil pour la porte de l'esclavage. C'est vrai qu'aussi, ça ne m'a pas ému de savoir que les Blancs venaient pour acheter des Noirs. Ça ne m'a pas du tout plu. L'île paradisiaque achève cette journée, une initiative de la direction départementale du tourisme du littoral. Le tourisme local, ainsi promu par le gouvernement du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Jérôme Hongbo pour la dernière grande édition du soir.